Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous recevons deux auteurs qui ont appartenu à des services de renseignement. François Warou et Sergueï Girnov, bonjour. Bonjour. Pour vous présenter brièvement, vous avez tous deux été ce que l'on a coutume d'appeler des espions, même si on préférera le terme d'officier traitant pendant cet entretien. François Warou, vous avez rejoint le SDEC, l'ancêtre de la DGSE, en 1977, avant de quitter le service en 1995. Pendant ces années, vous avez notamment travaillé sur du renseignement de nature industrielle. Vous avez officié aux États-Unis, en Éthiopie et au Pakistan. Sergueï Girnov, quant à vous, vous avez été officier traitant pour le KGB de 1984 à 1992, années durant lesquelles vous avez servi au sein de la direction S, chargée d'infiltrer et de gérer des illégaux. À ce titre, vous avez infiltré l'École nationale d'administration. Dans ce podcast, nous allons nous appuyer sur votre ouvrage et vos expériences pour parler des différences entre les services qui ont été les vôtres, dépasser les idées reçues sur les services de renseignement. Enfin, nous nous intéressons à la dimension plus humaine des officiers traitants. Mais avant ça, j'aurais une première question sur ce livre. KGB DGSE, deux espions face à face, paru aux éditions Mareuil. Comment l'idée vous est venue et en avez-vous parlé avec vos anciens services? Ce n'est pas nous qui avons eu l'idée de ce livre, en fait, car nous avions, enfin moi j'avais reçu un coup de téléphone de France 2, je crois, oui, avec à travers Faustine Bollaert, qui m'avait demandé de participer à une émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et c'est là où j'ai rencontré Sergueï Girnov, Sergueï. Voilà. Et cette émission a interpellé l'éditeur que je connaissais qui avait édité un de mes premiers livres qui s'appelle James Bond n'existe pas. Et à partir de là, il m'a demandé, après l'émission donc, que nous avons eue avec tous les deux, avec Faustine Bollaert, il m'a demandé, si, peut-être à Girnov, à Sergueï aussi, si nous étions d'accord pour écrire un livre tous les deux. Moi, j'ai dit oui, pourquoi pas. Hein, et c'est ce que nous avons fait par l'intermédiaire de notre éditeur. Et nous avons rencontré une personne qui, après, a mis le livre en musique. Hein, et de là, donc, il est sorti ce livre. Donc, et ce livre, j'ai l'impression, a eu pas mal de succès puisqu'il a dépassé les espérances de notre éditeur. C'est-à-dire qu'actuellement, il est au-delà des 10 000 exemplaires. Deuxième question peut-être par rapport à la jeunesse de ce livre. Est-ce que vous avez parlé avec vos anciens services de l'idée de ce livre ou pas du tout? Alors moi, je peux répondre, je dirais non, pas du tout. Euh, Si j'avais posé la question, je crois on m'aurait dit non, c'est pas la peine d'écrire votre livre parce que quand on quitte le service, on signe une sorte de contrat qui laisse à penser qu'on n'a pas raconté notre vie passée. Ce que j'ai fait finalement. Et ce que d'ailleurs, pas que moi, mais aussi les directeurs, les différents directeurs qui se sont succédés au sein de cette maison, c'est-à-dire au sein du SDEC ou de la DGSE. Eux-mêmes étant directeurs, ils ne se sont pas demandé à eux-mêmes l'autorisation d'écrire hein, ou d'être interviewés. Or, moi, je m'estime au même titre qu'eux. Si je veux écrire un livre, je l'écris, point barre. Or, je suis certain de n'avoir pas dévoilé de secret. Ce que j'ai voulu faire avec ces deux livres, c'est de rendre didactique, c'est-à-dire qu'ils peuvent servir à des jeunes qui seraient tentés de rentrer dans les services spéciaux et non pas, comment dirais-je, moulés par les fantasmes que donnent les films ou les romans policiers ou les romans d'espionnage. Parce que des fantasmes, il y en a. Des fantasmes que l'on rencontre à travers les films interprétés par les différents James Bond, c'est évident. Hein. Et il y a là, au sein de la population, enfin, la population se fait des idées, de fausses idées sur notre métier, qui est beaucoup plus difficile et qui n'a rien à voir avec les jolies femmes, hein, ou etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et vous, Monsieur Yarnock, du coup, vous n'avez pas non plus informé le KGB ou ses successeurs de votre intention de parler du service, j'imagine. Donc, moi non plus. Déjà, le KGB, c'est difficile de pouvoir l'informer puisqu'il n'existe plus depuis le mois d'octobre 1991. Il a disparu avec l'Union soviétique et avec le Parti communiste pour lequel il travaillait. Bon, il y a ses successeurs qui existent en Russie actuelle, qui sont le SVR, le FSB. Donc, moi, je travaillais dans l'équivalent du SVR. Mais comme j'ai quitté mon pays en 2001 pour me réfugier en France et j'ai obtenu le statut de réfugié politique en France,
Donc, je suis en franc avec mon service, donc j'ai rien à lui demander. Justement, vous évoquez donc les successeurs du KGB, notamment le SVR. Monsieur Warou, vous avez connu du coup le SDEC, puis la DGSE. Quelles sont les différences notables en termes de domaine d'action, par exemple, entre le SVR et la DGSE? D'une façon globale, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous les deux des services d'espionnage ou de contre-espionnage, c'est évident. On est là pour piquer ou voler par tous les moyens illégaux ou pas du renseignement dans un pays allié ou ennemi. Bon. Il est évident qu'autrefois, pour nous, l'Union soviétique, c'était le pays ennemi en termes de renseignement, à tel point que pour entrer à la DGSE, si nous avions eu, avant même d'entrer à la DGSE, un contact, même amical, avec un élément du Parti communiste, on ne pouvait pas rentrer, hein, c'est clair. Il faut savoir que Sergueï, pour moi, était un ennemi à l'époque. Hein. Bon, maintenant, ça n'a plus de raison d'être, c'est évident. Sinon, on ne ferait pas cette émission. Ça, c'est une chose. Maintenant, oui, je disais que nous avions à tous les deux les mêmes missions, sauf que nous n'avons pas la même dimension. Hein. Au KGB, ce qui en tient lieu maintenant, SFR, je crois, ça s'appelle, oui. Eh bien, ils sont beaucoup plus nombreux, peut-être 4 fois ou 5 fois plus nombreux, 10 fois plus nombreux que chez nous. Évidemment, ce n'est pas la même dimension. Mais ce sont les mêmes buts. Le but, c'est de piquer à l'étranger, puisque notre champ d'application de la DGSE, c'est l'étranger, de piquer à l'étranger soit des procédés de fabrication en termes industriels, par exemple, soit de piquer des intentions de politique ou de négociations qu'il y a entre deux pays, soit entre deux pays amis ou deux pays ennemis. Donc, aucune différence. La différence, elle est dans le nombre pour moi. Mais vous savez, je me plais à dire, et ça va vous faire sourire, que c'est peut-être la lutte qu'il y a entre David et Goliath. Mais il faut savoir que David a trouvé le petit caillou qui a complètement emmerdé Goliath. Hein. C'était un géant, Goliath. Mais c'est David qui a gagné. Parfaitement, je suis parfaitement d'accord. Après, François, il y a rien à redire. Hein. Il a tout raconté. Donc, la seule particularité peut-être qu'on pourra rajouter, c'est que le KGB, dans lequel se trouvait le service de renseignement, était un service de sécurité idéologique qui était le bras armé du Parti communiste, qui n'était pas le cas de la DGSE. Absolument. Sur le terrain et en réalité du renseignement que nous recevons, c'est exactement la même chose. Et dans l'information, c'est exactement la même chose. Donc, le but du KGB n'était pas seulement de récupérer du renseignement et d'avoir des relais d'influence, entre guillemets, placés dans les plus hautes sphères des États, entre guillemets, du ennemi, hein, ou au moins qui était à l'ouest, mais était aussi le fait de propager l'idéologie communiste. C'est ça. Donc, en fait, pour développer ce point, effectivement, donc on pourra revenir, comme le KGB se disait être le bras armé du Parti communiste, il faut partir du but du Parti communiste. Et donc, le but du Parti communiste de l'Union soviétique était d'implanter le communisme sur la planète entière. Donc, c'était la révolution mondiale. Et donc, du coup, le KGB était aussi un instrument politique et idéologique de cette influence du Parti communiste dans le monde. Et c'est ça la différence avec la DGSE. Tous les deux, vous avez donc été officiers traitants. Pourquoi avoir rejoint justement ces services? Pourquoi avoir décidé d'embrasser cette carrière qui est au moins atypique? Mais tout simplement par goût de l'aventure, on va dire, de la curiosité, comme vous voudrez, par le goût de l'aventure, de voyager. Aussi par l'intérêt qu'il y a de travailler sous la responsabilité de l'État. Comme d'habitude, tout fonctionnaire travaille sous la responsabilité de l'État. Mais là, avec un sentiment de défendu. C'est-à-dire qu'on travaille avec la permission de l'État pour faire des choses défendues. Et ça, c'est grisant, non? Je trouve que même étant enfant, ce sont des choses qui peuvent attirer, mais adultes aussi. Hein. Travailler avec la caution de l'État, je vais très loin, voler, mentir, à la limite, si on est dans le service action, commettre des actes létales hein, vis-à-vis de quelqu'un, eh bien évidemment, avec la permission de l'État, j'entends. Hein. C'est absolument grisant. Pourquoi? Parce qu'on risque sa vie, c'est vrai, mais on le fait avec
avec une protection juridique, on va dire. Voilà, c'est ça. Ça c'est grisant. Il n'y a rien à dire. Hein. Alors après, il faut être formé pour pouvoir travailler j'aime pas ce mot-là, comme espion hein, ou comme officier traitant. On est formé pour ça. Donc pour moi, c'était au début, je dirais pas au début, c'est en partie, c'est pour les mêmes raisons que pour François. Donc là, je suis d'accord avec lui. Effectivement, c'est quelque chose qui est ancré dans le romantisme littéraire et cinématographique de toutes les sociétés, y compris la société soviétique. Donc effectivement, on était fasciné par les films, par les romans d'espionnage à l'époque de la guerre froide, et donc tout ça, ça participait à nous pousser vers des activités qui étaient un peu particulières. Après, moi, j'ai eu personnellement une particularité, c'est que c'est un peu le service qui m'a forcé à le rejoindre. Donc, en deux mots, on était derrière le rideau de fer. J'ai participé à un concours linguistique français sur la Radio France Internationale. Et ce concours a ébranlé la machine du KGB qui m'a recherché au début en tant que peut-être un espion ou un dissident. Et quand ils se sont rendus compte que j'étais tout simplement un étudiant épris de la langue française et francophile et francophone, ils m'ont proposé de travailler pour eux de telle façon que je pouvais pas à laquelle je pouvais répondre non. Pas seulement une démarche où c'est vous qui allez vers le service, c'est aussi parfois le service qui va recruter ses membres là où ils sont. Par rapport à ça, nous avons le KGB, le service d'espionnage du KGB avait la particularité, il n'aimait pas du tout les gens qui venaient le chercher. D'ailleurs, la carrière de Poutine, déjà qui était très mauvaise carrière dans l'espionnage, a failli ne pas avoir lieu du tout, parce que quand il avait l'âge de 7 ans, il a frappé à la porte du KGB, et le KGB n'aime pas quand on frappe à sa porte. Le KGB était toujours maître des horloges et maître des lieux. Et donc, c'est lui qui cherchait les candidats, c'est lui qui venait les contacter, c'est lui qui leur proposait de travailler pour lui, et puis après, ils étaient d'accord ou pas. Quand par exemple le KGB venait chercher des personnes, est-ce qu'ensuite vous passiez des phases de sélection ou alors les phases de sélection étaient entre guillemets antérieures au contact? Il y avait les deux. Il y avait les deux. C'est pour ça d'ailleurs que le KGB voulait garder cette main. D'abord, c'est la raison qu'a nommé François. Il a expliqué que participer à des activités qui sont les activités criminelles, secrètes, c'est très grisant. Et donc, du coup, KGB se méfiait beaucoup des gens qui prenaient trop plaisir dans ces activités. Et donc, les gens qui voudraient se proposer pour participer à des activités comme ça, KGB, il voyait un danger. Et donc, du coup, il faisait d'abord, bien évidemment, son choix, il faisait ses tests, ses enquêtes. Et une fois, quand il se rendait compte que les personnes correspondaient à des critères qu'il établissait pour bons pour les agents et pour les officiers traitants, à ce moment-là, il contactait les gens. Les critères sont à peu près les mêmes qu'en France. Hein. Ça veut dire que, en gros, le KGB recherchait les gens qui déjà étaient intéressés dans les langues, qui avaient les facilités linguistiques, qui s'intéressaient aux questions internationales. Pour l'espionnage technologique et scientifique, ce sont des ingénieurs plutôt que des intéressés. Pour l'espionnage militaire, c'était plutôt les militaires. Mais il y avait une seule différence entre le KGB, enfin le service d'espionnage du KGB et la DGSE, c'est que nous avions des critères de notre côté qui étaient très particuliers. Par exemple, le KGB ne prenait pas les homosexuels, le KGB ne prenait pas les juifs et le KGB ne prenait pas les croyants orthodoxes ou autres. Hein, voilà, ça ce sont les critères éliminatoires qui n'existaient pas en France. Pour le reste, les critères d'entrée dans le service sont les mêmes que pour la DGSE. Est-ce que vous pensez justement que les critères ont évolué avec le temps ou c'est toujours les mêmes? Ça fait un certain temps que j'ai quitté la DGSE, mais je pense que les critères sont les mêmes parce que ce qu'il faut pour nous, spécialistes on va dire de la manipulation, eh bien, l'homme, la mentalité de l'homme, oui, le cerveau humain n'a pas bougé, lui. C'est toujours pareil. Quand on utilise les moyens pour faire tomber quelqu'un, si je puis dire, entre guillemets, eh bien, on utilise
ce qu'on appelle, ce qui est donné par un acronyme qui est MICE, M-I-C-E, qui veut dire souris au pluriel en anglais. Alors, dans MICE, il y a la motivation, il y a l'argent, il y a la compromission, etc. Il y a différents statuts psychologiques, c'est différents thèmes qui permettent à l'officier traitant de manipuler, quand il connaît bien quand il connaît bien l'imagination et le cerveau humain, n'est-ce pas, ou les motivations de l'autre, eh bien, qui permet à l'officier traitant de manipuler plus facilement. Si on connaît le défaut de l'autre, eh bien, on va aller dans le défaut de l'autre pour le faire tomber, si je puis dire, pour le faire trahir son pays. Oui, voilà ce que je voulais dire. Donc, tout ça, c'est une question de mentalité, hein, de psychologie, on va dire. D'ailleurs, dans notre formation, on apprend, je simplifie, la nature humaine de façon à l'aborder, de façon à aborder l'autre qu'on est en train d'attaquer le plus facilement possible. Il faut être absolument empathique avec l'autre, hein, même si on ne l'aime pas. Il faut faire preuve d'empathie pour le faire tomber. Voilà. Ce que je dis, c'est terrible, mais on est en guerre permanente. Hein. On est en guerre permanente, voilà. Pour moi, j'ai toujours considéré que j'étais en guerre avec l'autre, même en temps de paix. Je partage l'avis de François, tout en sachant qu'il y a peut-être un seul critère qu'il faudra rajouter actuel, c'est la connaissance de l'informatique, c'est la connaissance des nouveaux moyens de communication. Le Oui, reste, je crois, exactement. je suis d'accord avec lui. Tant que l'homme n'a pas évolué, les critères seront les mêmes. Alors justement, la compréhension de l'homme avec un H majuscule, enfin, j'imagine que c'est pas seulement inné. J'imagine qu'il y a enfin, tout un volet de formation pour permettre ensuite d'être opérationnel. À partir du moment où vous passez les tests de sélection jusqu'au moment où vous êtes opérationnel, c'est une formation d'à peu près combien de temps? Pour celui qui rentre, on pourrait aussi parler de la façon dont on est choisi, hein, pour entrer à la DGSE ou au SDEC, enfin plutôt à la DGSE. Eh bien, à partir du moment où on est rentré, on est formé pendant une année. Une année pendant laquelle, non seulement on apprend à connaître les gadgets, je le dis rapidement parce qu'en fait, on ne les voit pas beaucoup dans la fonction, on utilise peu de gadgets, mais on apprend à les connaître et en faire aussi. Mais on apprend aussi à faire des filatures, on nous apprend à faire des boîtes aux lettres, on nous apprend à ouvrir du courrier, on nous apprend à ouvrir des coffres-forts, enfin, ça fait partie de la formation. Mais on apprend surtout, je veux dire, l'âme humaine, la psychologie, parce que c'est très difficile de manipuler quelqu'un, vous savez, hein, ça ne se fait pas comme ça. D'ailleurs, on le voit tous les jours. Si vous rencontrez une jolie femme, par exemple, comment vous allez faire pour l'aborder? Si vous l'abordez d'un seul coup comme ça en disant « je te trouve jolie », ça ne se fait pas. Chez nous, ça ne se fait pas. Donc, il va falloir faire des entrées, si je puis dire, entre guillemets, des entrées en matière avec des formes. On met des formes, hein. Voilà. Et c'est ça la manipulation. On arrive à nos fins par des moyens, détournés, de façon à attirer l'attention, voilà, hein, sans le montrer. Ça, c'est difficile. Et ça s'apprend, ça. Ça s'apprend par des cas. On fait des études de cas. Et d'ailleurs, pendant notre formation, on est assez suivi par des psychiatres, hein, voilà. Cela dit, on nous dit, mais comment vous faites? Vous pouvez être schizophrène parce que vous avez une double personnalité. Ben non, on apprend à ne pas être schizophrène, il faut faire attention. Mais vous savez, je dis souvent, ce qu'on fait, nous, on a exactement la même position souvent de l'acteur dans une pièce de théâtre. Et je prends toujours le même exemple. Si l'avare veut être crédible, eh bien, il faut qu'il se mette dans la peau, que l'acteur se mette dans la peau de l'avare. Il le fait pendant une heure et demie, c'est facile. Mais quand vous le faites pendant une semaine ou un mois, c'est ce qui est notre cas chez nous, officiers traitants, ça c'est beaucoup plus difficile parce qu'on peut commettre des erreurs de comportement, des erreurs de sécurité aussi. Parce nous aussi, on est des hommes, hein. On est fiable, hein. On n'est pas fiable à 100%. Je voudrais rajouter qu'en fait, là on a une différence assez grande par rapport au service de François. C'est que nous, la formation se faisait dans une institution spécialisée. Donc, nous avons une école supérieure qui formait les personnels. Et dans cette école, il y avait plusieurs cursus qui étaient un cursus
qui pouvaient aller d'un an jusqu'à 3 ans. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Mais autrement, pour la formation elle-même, nous avons à peu près la même chose. Et dans le contenu de la formation, du coup, qu'est-ce qu'il peut y avoir, entre guillemets, comme cours, si on peut appeler ça comme ça? Est-ce que, donc vous avez vu, enfin vous l'avez dit, il y a des éléments qui sont sur la psychologie humaine. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, du maniement des armes, qu'est-ce qu'on apprend? Il n'y a pas, à proprement parler, de maniement des armes. D'abord, pour moi, c'était simple. Comme je suis Saint-Cyrien d'origine, j'ai appris quand même à manipuler les armes, hein, que ce soit les pistolets, les fusils mitrailleurs ou les fusils tout court, hein, évidemment. Je savais me servir d'une arme. Mais dans notre boulot, on n'a pas à se servir d'armes. C'est pas le but c'est pas notre formation. Notre formation, elle est plutôt basée sur le plan psychologique, hein. C'est ça notre arme, la psycho. Parce qu'on manipule. Et dans le mot manipulation, il y a le mot main. C'est-à-dire l'objectif final, c'est d'avoir l'autre, l'ennemi, entre guillemets, dans sa main, pour pouvoir le manipuler comme on veut. Voilà. C'est ça. Voilà, toute la formation réside dans cela. Et qu'est-ce qu'on fait alors pour ça? Eh bien, on fait, je l'ai abordé tout à l'heure, des études de cas. C'est-à-dire qu'on nous met en situation, pas forcément réelle, mais on explique, on nous met dans une situation un peu difficile de manipulation et on nous demande qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là. Alors, il y a quand même dans la manipulation aussi un moment où on nous met dans des situations vraies, difficiles. Par exemple, je donne un exemple. Plusieurs fois, on m'a demandé la façon dont j'agirais dans telle situation embarrassante. Un jour, on m'a demandé d'aller dans un vrai restaurant et de faire tomber. euh, J'étais à un comptoir, hein, un comptoir où il y avait des verres, par exemple, sur un plateau. Et on m'avait demandé, quand vous verrez un plateau où il y a plein de verres dessus, ça peut arriver sur un comptoir de restaurant, eh bien, essayez de faire un mauvais geste pour faire tomber le plateau par terre. Bon, c'est pas courant comme situation. Et puis, après, on regarde votre façon de réagir à la faute que vous avez commise. Ce que j'ai fait, j'ai fait tomber un plateau avec des verres. Je dis, oh, pardon, excusez-moi, etc., etc. Ce que je ne savais pas, c'est que derrière moi ou à côté de moi, ou même en face de moi, d'ailleurs, il y avait une personne qui faisait partie de la DGSE et qui était là pour me noter, pour me, pour me jauger, pour me juger, mesurer mes réactions. Et non seulement ça, le barman qui était en face de moi, qui donc venait de laver ou d'essuyer les verres, était ce qu'on appelle un honorable correspondant. L'honorable correspondant, c'est le monsieur, en général, c'est un monsieur qui est de la même nationalité que l'officier traitant, qui est là pour aider l'officier traitant dans son travail. Alors voilà ça fait partie de la formation. Alors un autre aspect de la formation, c'est comment dirais-je, c'est également de nous montrer par exemple des films, et on nous demande quelles sont vos réactions par rapport à l'acteur principal de ce film quand il a été amené à manipuler quelqu'un. Voilà. Alors, on discute entre nous, hein, et là, il y a des psychiatres qui nous jaugent, pareil, qui nous mesurent, qui mesurent nos réactions, notre temps de réaction, etc. C'est très psychologique, hein, cette affaire-là. Pourquoi? Parce on est amené justement à faire connaissance avec des personnes qu'a priori, on ne connaît pas du tout, hein. Voilà. Ça s'apprend, vous voyez, ça s'apprend. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Il y a d'autres situations délicates dans lesquelles on nous met, par exemple, hein. Moi, on m'a demandé, par exemple, d'aller vendre un épurateur de fumée. Ça, c'était dans les années 70, un épurateur de fumée à un grand avocat parisien. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, dans les années 70, ça n'existait pas. Donc, il fallait avant se documenter à travers les annuaires téléphoniques sur les épurateurs de fumée. Je suis allé voir un grand avocat parisien qui m'a reçu d'ailleurs, et j'ai réussi à lui vendre mon épurateur de fumée, parce qu'il fumait justement. Alors j'étais très content. Mais j'ai su après coup, que l'avocat en question était lui aussi un honorable correspondant. Vous voyez, il était dans le coup. Et donc il a pu me mesurer, il a pu me noter, finalement, me noter et dire si j'étais bon ou pas bon dans
persuasion que je m'étais fixé pour vendre mon épurateur de fumée. Vous voyez, ce sont des exercices, ça fait partie de la formation. Hein. Je peux vous dire que c'est très intéressant. Et ça forme. Hein. On a demandé à un de mes camarades aussi, par exemple, de vendre des Bibles dans le métro. Il faut le faire, hein. Et en soutane en plus. Bon, je ne sais pas si vous le feriez, ça. Ben oui. Voilà, vas-y, à toi, Sergueï. Donc, pour la partie KGB, c'est en gros la formation, bien évidemment, dans la base hein, est la même, et y compris dans ce jeu de rôle. Nous aussi, on nous faisait faire des jeux de rôle, donc bien évidemment, c'est pour tester vos capacités d'adaptation, pour tester vos capacités de créativité sur le terrain. Donc ça, je crois que dans les services du monde entier, c'est à peu près les mêmes choses. Absolument. Après, Absolument. il y a la grande différence, c'est que, comme je vous ai dit, comme nous avions une école supérieure qui était un institut spécialisé. Donc déjà, notre formation était détachée du service. Donc non, on n'était pas au service. Et il y a même les gens qui n'ont jamais vu le service parce que si cette formation, enfin si le service considérait qu'il n'était pas il ne représentait pas un intérêt pour le service pour les garder, bah, il était envoyé sans jamais mettre les pieds dans le service, qui était le cas de Poutine, par exemple. Et il est venu de Leningrad pour poursuivre sa formation. Il a suivi 10 mois de formation et puis après, on l'a renvoyé à Leningrad. Donc, il n'a jamais mis les pieds dans le quartier général de Yasenevo, de la première direction générale. Donc, après, notre formation différenciait beaucoup de votre cursus précédent. Ça veut dire qu'on avait, si on peut le dire, un concours interne. Donc, les gens qui venaient du KGB, d'autres services du KGB, la plupart du temps du contre-espionnage ou des gardes frontières, et qui avaient, par exemple, déjà un parcours opérationnel qui était long. C'était, par exemple, le cas de Poutine. Lui, avant de mettre les pieds dans l'Institut Andropov, il avait déjà 9 ans servi en tant qu'officier de contre-espionnage. Donc, bien évidemment, les techniques à ce moment-là opérationnelles, il les connaissait. Après, il fallait juste parfaire sa formation pour la diriger un tout petit peu plus vers l'extérieur. Donc, à ce moment-là, ces personnels-là suivaient une très courte formation, comme à la DGSE, à peu près d'1 an, et puis après, il était sur le terrain. Pour d'autres personnes, c'était un peu différent parce que ça dépendait de la connaissance de langue et des relations internationales. C'est que notre ministre des Affaires étrangères, M. Gromyko, à un moment donné, il exigeait que les officiers qui allaient travailler sous la couverture de ces diplomates, de ces ambassades, donc sur la couverture diplomatique consulaire, devaient avoir une formation équivalente à celle que donnait le MGIMO, l'Institut des relations internationales auprès du ministère des Affaires étrangères. Ce qui fait que par exemple, pour les gens qui n'avaient aucune notion de ces questions-là, pendant 3 ans, on leur apprenait des langues étrangères au niveau presque d'un institut linguistique, et on leur prenait aussi les relations internationales presque au niveau de l'Institut des relations internationales qui était attaché au ministère des Affaires étrangères. Donc voilà, c'est la plus grosse différence par rapport à la formation à la DGSE. Et puis après, je dirais que moi j'ai fait la faculté principale de l'Institut Andropov pendant 3 ans parce qu'on m'a donné à apprendre une nouvelle langue étrangère. Donc une nouvelle langue étrangère, ça demande du temps. Donc du coup, on m'a mis sur la formation de 3 ans. Est-ce qu'il y a suffisamment de candidats au départ pour qu'à l'arrivée, il y ait un nombre suffisant de nouveaux officiers traitants prêts? Est-ce que la Russie, comme la France, arrive à recruter suffisamment dans ce domaine-là? Non, il y a un stage d'officier traitant, de formation, là, c'est à peu près une vingtaine de personnes. Ça ne dépasse pas le chiffre 30. Quand j'y étais, moi, peut-être que ça a changé, mais en général, c'est suffisant. 20 officiers traitants, eh bien, du début, quand ils rentrent en formation, il y en a 20 qui sortent. Soit, alors je précise, soit comme officier traitant, soit comme analyste. En fait, chaque année, c'est moins de 20 officiers traitants qui sont formés. Hein. Il faut dire ça. Par contre, il y a aussi des analystes. Alors, entre les deux, la différence, elle est quand même minime, mais elle est grande aussi parce que les premiers, ils sont amenés à manipuler des sources
Et ce sont les sources qu'on appelle agents ou espions, justement. Et puis, l'autre partie, ce sont les analystes qui sont chargés d'étudier, de confronter les renseignements qui sont envoyés par les officiers traitants qui sont sur le terrain à l'étranger, qui sont envoyés à la centrale. Ce que j'appelle la centrale, c'est pour nous, c'est la DGSE, le KGB pour Sergueï. Donc voilà, c'est la différence. Donc non, non, il n'y a pas de perte en ligne, hein. Je veux dire que quand on rentre en formation, eh bien, on sort un, un peu spécialisé, on va dire. Mais, mais quand on sort après une année de formation, on n'est pas tout de suite amené à manipuler sur le terrain. On est, euh, on est plutôt, comme on appelle maintenant, coaché par un coach, quoi. On est aidé pardon, par une personne d'expérience sur le terrain. On ne fait pas ça tout seul hein, au départ, parce que c'est quand même difficile et dangereux, il faut reconnaître. Hein. Monsieur Irnov, vous avez quelque chose à ajouter peut-être sur la partie russe? Est-ce que justement sur le changement d'échelle qu'il y a qu'il y avait entre la DGSE et le KGB, puis aujourd'hui entre la DGSE et le SVR, est-ce que ça implique une dimension différente sur cette question? Effectivement, il y avait un tout petit peu de différence. C'est une différence de taille, hein. Donc, François a donné le chiffre 20 qui était recruté pour la formation chaque année. Pour nous, c'était beaucoup plus, hein. Nous avions 4 facultés de 80 personnes chacune. Et donc, nous, on recrutait 320 personnes par an. En revanche, ça donnait de temps en temps aussi des déchets, hein. Donc, sur 320, il y a à peu près 20 personnes qui n'arrivaient pas après à être recrutées. Donc, j'ai parlé déjà de Poutine. Donc, c'est un exemple, hein. Donc, après, dans ma formation, dans ma classe, il y a eu des gens, par exemple, qui ont eu des problèmes de santé, qui ont eu des problèmes d'apprentissage de langue, et donc qui n'ont pas été recrutés. Après, le truc qu'il faut bien le dire, c'est que de mon époque, ce service était considéré comme un service élitiste. Donc l'Union soviétique, c'était 300 millions. Enfin, je donne les échelles, hein. L'Union soviétique, c'était 300 millions d'habitants sur 22 millions de kilomètres carrés. Le Parti communiste, c'était 16 millions. Donc, c'était une élite par rapport aux 300 millions restants. Le KGB, à mon époque, c'était 320 000 personnes, officiers de carrière, dont la moitié, c'est les gardes frontières. Donc, vraiment, le service opérationnel dans le contre-espionnage et espionnage, c'était 200 000. Et l'espionnage, c'était entre 7 et 10 000. Donc, on arrive quand même à une très, très petite élite. Et bien évidemment, quand il y a une telle échelle d'élitisme, on trouve beaucoup plus de candidats que de reçus, hein. Donc voilà, il y avait un grand concours. Et en gros, je pourrais dire que quand le KGB voulait recruter, il trouvait tout ce qu'il lui fallait. Et à la limite, au contraire, il y avait beaucoup plus de candidats et donc il avait le choix. Après, il avait aussi les critères assez particuliers. Et donc, du coup, ça pouvait poser quand même de temps en temps quelques problèmes. Mais en gros, il arrivait à recruter quand même suffisamment. La Russie de Poutine, c'est différent. La Russie, j'ai eu des retours comme quoi il y a eu des périodes, et même la période actuelle où la Russie a du mal à recruter, puisque du temps de l'Union soviétique, on vivait derrière le rideau de fer. Et le recrutement dans le service d'espionnage permettait aux gens de voyager. Maintenant, ce problème n'existe pas pour la Russie. Si les gens veulent juste voyager, apprendre des langues, travailler à l'étranger, ils peuvent partir quand ils veulent. Donc, du coup, à un moment donné, on m'a dit que le service n'arrivait plus à recruter. Et du coup, ils ont changé même des critères, des méthodes de recrutement. Maintenant, vous avez, comme en France, sur le site internet du SVR, vous avez un formulaire à remplir si vous voulez pour proposer votre candidature spontanée au service. D'accord. Alors peut-être justement, enfin, vous évoquez une différence entre le KGB passé et le SVR actuel. Une image qui colle souvent au KGB, c'est une apparence de toute puissance en Russie qui pouvait faire un peu ce qu'il voulait, entre guillemets. Est-ce que déjà cette image était vraie? Et deuxièmement, si elle était vraie, est-ce qu'aujourd'hui le FSB et le SVR, qui sont les héritiers des deux phases de l'ancien KGB, ont ces mêmes pouvoirs exorbitants? Ok, l'image, elle était existante.
Pour moi, elle n'était pas vraie et pour ça, il faut donner le seul résultat. Le résultat, c'est que le KGB était le bras armé du Parti communiste qui voulait, soi-disant, conquérir le monde. Bah, résultat, en 1991, le Parti communiste de l'Union soviétique a été interdit, KGB dissous et l'Union soviétique disloquée. Donc voilà, la réponse à votre question est là. Est-ce qu'elle était omniprésent et omnipotent? Non. Euh, Après, je crois beaucoup qu'il jouait sur cette image. Et de toute façon, je vous ai donné aussi les chiffres pour l'espionnage. Donc, il y avait à peu près entre 7 et 10 000 personnes qui travaillaient dans le service d'espionnage. Ça veut dire que sur le terrain, il y avait à peu près 3 000 personnes, hein, parce que le reste, vous savez, ils étaient soit sous la couverture en se préparant à partir sur le terrain, soit au centre à traiter les dossiers. Et donc finalement, non, le KGB, c'est une image. Et la Russie, c'est encore pire. Mais c'est différent. En fait, la Russie possède plus en numérique. La Russie possède plus d'espions que l'Union soviétique. Donc en gros, actuellement, moi je considère qu'il y a 2 fois plus dans chaque service d'espionnage, le GRU et le SVR. Donc le GRU, c'est l'espionnage militaire, enfin le renseignement militaire, et le SVR, le renseignement politique, entre guillemets, hein, parce qu'il fait de tout. Donc il possède 2 fois plus, et la Russie ne représente que la moitié de l'Union soviétique. Donc en fait, le niveau d'espionnage de Poutine a quadruplé. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont omniprésents et omnipotents, hein. Ils ont des limites à leur activité, et la réponse est très claire. Si vous prenez l'actualité, quasiment tous les mois, les espions russes sont expulsés d'un tel pays ou d'un tel autre pays, ce qui fait que face à eux, ils ont des services de contre-espionnage qui sont aussi performants, et donc en fait, leurs activités sont souvent très bien contrées. Et après, le truc aussi, c'est que la Russie de Poutine n'est pas une superpuissance comme l'était l'Union soviétique. En gros, Poutine n'a plus d'idée universelle à proposer au monde, et il peut avoir tous les espions qu'il veut. Ça intéresse la Russie actuelle, intéresse beaucoup moins que l'Union soviétique de l'époque. Justement, enfin, il y a un élément depuis la chute de l'Union soviétique et depuis que vous avez respectivement quitté vos services qui a été majeur, c'est la numérisation, que ce soit du monde, que ce soit l'apparition de bases de données absolument considérables, ce qui a donné lieu à un développement du renseignement technique assez important. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre qu'un jour le renseignement technique va remplacer le renseignement humain et qu'en quelque sorte, les officiers traitants qui justement se servent des personnes dans les autres pays ont un avenir? Le renseignement technique ne va jamais remplacer le renseignement humain. Et le renseignement humain est certainement plus utile que le renseignement technique. Voilà, et ça peut peut-être étonner certains, mais c'est vrai que, par contre, en revanche, le renseignement technique, à travers la numérisation que vous évoquez, a fait d'énormes progrès. C'est évident. Je suis sûr que maintenant que nos collègues, enfin, qui sont à l'ère du numérique, ont beaucoup plus de facilité pour recueillir du renseignement que nous l'avions. Bon, mais il ne faut pas oublier que dans les années 80, juste avant l'éclosion du numérique, il y avait en France au moins deux endroits en France, très connus de nos services, bien sûr, où on recueillait des informations à travers les antennes paraboliques, vous savez, les informations qui étaient émises dans l'atmosphère par les grandes entreprises ou par comment ça s'appelle, les opérateurs des affaires étrangères. Voilà. Alors, même si c'était en langue étrangère, derrière la réception en grandeur, en vrai, des messages qui étaient en langue étrangère, bien sûr, il y avait derrière des ordinateurs extrêmement puissants pour traduire toutes ces informations. C'est évident. Et ça se faisait également par nos services. Et il y avait de quoi faire. Mais il n'y avait pas à l'époque, dans les années 80, 70-80, il n'y avait pas le développement du numérique que j'évoquais tout à l'heure. Alors, évidemment, c'est vrai que le numérique facilite les choses, et même les communications qui sont chiffrées aussi entre les différentes structures. Autrefois, on utilisait le chiffre, bien évidemment, et on avait des moyens également de
de contrer la réception des émissions que nous faisions. On avait les moyens. Mais c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup plus de facilité. Problème, c'est le retour du système. Il y a énormément de systèmes qui permettent d'intercepter les communications, qu'elles soient chiffrées ou pas. Hein. Ça, c'est vrai que, bon, on le voit à travers les hackers, à travers toutes les entreprises qui permettent de contrer ou de pomper ou de prendre, hein, dans l'atmosphère tout ce qui est envoyé par radio ou par trait numérique, etc. Pour ma part, je voudrais rajouter quelques mots. Je suis d'accord avec, en gros, avec tout ce qu'a dit François. Donc en fait, c'est une vieille querelle. Hein. Vous savez, les Américains déjà avaient entamé cette querelle après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'ils avaient énormément de moyens. Et donc, ils ont misé tout sur les moyens techniques, surtout avec l'apparition des satellites et l'apparition des moyens d'interception qui ont donné des résultats. Hein. Vous avez entendu parler peut-être de projet Venona, où les Américains ont enregistré à peu près toutes les émissions radio dans le monde entier sans pouvoir les déchiffrer et les décoder immédiatement. Et puis après, ils ont travaillé pendant des années et des années, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à franchir les portes qui étaient fermées jusqu'à maintenant et à retrouver les noms des agents, etc., etc. Même c'était d'ailleurs à cause de ça que en 1951, McLean et Budge s'étaient obligés de fuir en Union soviétique parce que les Américains ont fini par retrouver leur nom de code et les vrais noms qui pouvaient amener les services de contre-espionnage vers ces agents. Après, et d'ailleurs, aux États-Unis, si vous prenez les budgets qui existent, NSA est la plus grande agence américaine. En fait, ils ont 10 fois plus de budget que la CIA. Hein. C'est la principale agence de renseignement américaine. Mais même eux, ils ont constaté que finalement, avec le renseignement technique, bien évidemment, ils avaient énormément de résultats, mais il y avait une limite, et la limite, c'est la tête de l'homme. Tant que l'homme existe, et tant qu'on ne peut pas rentrer physiquement dans sa tête, le renseignement humain aura sa place dans tous les services, tous les services du monde. Donc, par rapport à ça, je suis d'accord avec François, le renseignement Ah oui, humain tout à fait, tout à fait. reste toujours d'actualité parce que tout simplement, l'information passe par humain, les décisions se font par les humains et donc du coup, le renseignement humain aura toujours sa place, surtout dans les pays aussi qui ne sont pas très bien équipés en technologie moderne. Si vous vous retrouvez sur les terrains comme en Afrique, sur le continent latino-américain ou en Afghanistan, Pakistan, vous pouvez avoir beau avoir tous les téléphones, tous les intercepteurs techniques, là-bas, un berger qui communique par les méthodes ancestrales, il n'y a pas moyen d'intercepter quoi que ce soit. Donc, du coup, il n'y a que le renseignement humain qui marche dans ces contrées. Après, je suis d'accord aussi avec François quand il a dit, bien évidemment, ça nous ouvre les horizons, ça nous facilite d'un côté le travail, parce que bien évidemment, même pour les Américains qui ont enregistré avant, mais vous imaginez, en fait, ils ont enregistré, mais ils n'avaient même pas le moyen d'exploiter tout ce qu'ils ont enregistré, parce que il aurait fallu mobiliser la Terre entière, et c'est pas possible. Maintenant, ils ont des algorithmes, ils ont des ordinateurs, ils ont tout un tas de moyens techniques qui leur facilitent cette tâche. Mais en même temps, les moyens techniques nous compliquent aussi la tâche de renseignement parce qu'avant, on avait juste les filatures humaines et on nous a appris, bien évidemment, les techniques pour les détecter. Maintenant, avec les moyens techniques, avec les caméras, avec les drones, avec les satellites, avec les puces géolocalisables, bien évidemment, ça complique aussi le travail d'espion. Donc, du coup, on a les deux. Donc, c'est pas parce qu'on a changé de moyens techniques que ça va forcément révolutionner le renseignement. En revanche, il y a autre chose aussi qui a changé, c'est que quand on me demande actuellement quels sont les meilleurs services de renseignement du monde, je ne cite plus, je ne commence plus à citer la CIA, le Mossad, la DGSE, le KGB, enfin le SVR, etc. Je dis d'abord les GAFAM, je dis d'abord Google, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, parce qu'ils ont maintenant une telle base de données qu'aucun service de renseignement classique ne possède.
Et donc, par rapport à ça, bien évidemment, ça, c'est un gros changement. Je rajouterai les Mormons aussi. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Donc, on comprend que les espions ont encore un long avenir devant eux. Mais enfin, quand vous soulignez la place des GAFAM, est-ce que c'est pas dangereux que des entités privées aient une telle masse de données et un tel pouvoir qu'on voit par exemple que Twitter a pu, alors même s'ils ne font pas partie des GAFAM, mais ils ont pu par exemple couper les moyens de communication du président américain? Tout à fait. Je vais répondre tout de suite. Bien évidemment, c'est dangereux. C'est parce que justement, ce ne sont pas les acteurs institutionnels ni les organisations internationales. Et donc, bien évidemment, ça change la donne. Et on va, à un moment donné, on sera obligé de contrôler aussi cette activité et peut-être même de légiférer pour mettre les limites dans leur puissance. Oui, je crois. Oui, j'ajouterai une petite chose. C'est vrai que les réseaux sociaux sont très bien renseignés, hein, on le voit tout le temps. Mais il n'y a pas que, il y a aussi les grandes entreprises qui ont dans leur structure une zone qui s'appelle recherche et développement. Et là, ceux qui s'occupent de la recherche et du développement dans ces structures-là euh, ont un devoir de secret, mais phénoménal. Et leur but, c'est justement de se renseigner sur ce que font les autres dans le même domaine. Et si je prends l'exemple, par exemple, de Citroën ou Peugeot, enfin peu importe, Renault, ils ont un service de renseignement propre à eux aussi, hein, et ils vont, d'une manière ou d'une autre, quémander à l'extérieur ce qui se passe dans les mêmes structures, soit techniques ou industrielles, c'est sûr. Voilà. Donc tout le monde recherche ce qu'il y a chez l'autre, hein, voilà, pour aller plus vite, pour gagner de l'argent. C'est ça en fait. C'est ce que j'appelle moi la guerre économique permanente. Et Voilà. le renseignement n'est pas le propre des États. Si, Euh, si, c'est le propre, mais c'est le plus vieux métier du monde. Vous savez, je raconte toujours que, et c'est le plus vieux métier, quand Moïse a été envoyé vers la terre promise, avant même d'aller sur la terre promise, il a envoyé un de ses agents, j'appelle ça agent, entre guillemets, pour aller voir ce qui se passe, pour savoir comment était cette terre promise. Mais comment on peut appeler ça? Ben, c'est un informateur qui va recueillir du renseignement sur place et les ramener chez Moïse, hein. C'est du renseignement. Maintenant, si pour les croyants, on peut dire que si on parle d'Adam et Ève, c'est encore autre chose. Et Adam et Ève étaient mal renseignés, hein. Il a été complètement blousé par Ève, hein, à propos de la pomme, si je puis dire. Enfin, L'esprit humain n'a pas Bah, changé depuis cette époque-là. disons, non, le besoin de renseignement, je suis d'accord avec vous, c'est le propre de l'homme, mais le propre ben des oui, animaux aussi, hein. Il suffit de regarder les chats, ils sont curieux de absolument. tout. Donc, n'importe quel animal est curieux de ce qui se passe autour de lui. Absolument, c'est Maintenant, tout un art, en hein, c'est tout un réalité, art. je suis d'accord aussi avec François quand il dit c'est la guerre permanente. N'oublions pas que nous vivons sur une planète qui est un système fermé. Nous vivons sur un système fermé dans lequel les ressources sont finies et le nombre de personnes qui habitent sur cette planète et donc qui sont potentiellement utilisateurs de ces ressources est croissant. Et donc, du coup, par rapport à ça, ça ne va pas s'améliorer, hein. Donc, on aura de plus en plus besoin. On est tous concurrents déjà les uns par rapport aux autres. Nos entreprises sont concurrentes pour les marchés, nos entreprises sont concurrentes pour les ressources, les États, pareil, pour le territoire, pour les ressources, pour les marchés. Du coup, la guerre est permanente entre Et tout le la monde. guerre va se déplacer dans nos étoiles aussi, hein, vers la Lune. Il ne faut pas se faire Tout d'illusions, à hein. fait, tout Voilà. à fait. Tout à fait. Elle est déjà dans l'espace autour de la Oui. Terre, elle est déjà sur la Lune et il va se déplacer Mhm. de plus en plus loin. Ouais. Et puis, Absolument. il y a autre chose aussi, c'est que nous avons aussi des religions, ou surtout des églises, hein, parce qu'à la limite, religion, chacun est libre de la pratiquer chez lui. Mais l'église, ce sont les institutions qui sont concurrentielles entre elles aussi. Donc, du coup, il faut rajouter aussi cette guerre-là.
Depuis le début, on parle du coup d'officier traitant. Vous avez évoqué, M. Yarinov, aussi qu'il y avait des- certaines caractéristiques, si on peut dire ça, qui étaient rédhibitoires pour intégrer le KGB. Qu'en est-il de la place des femmes dans le milieu du renseignement? Est-ce qu'il y a aussi des femmes qui sont officiers traitants ou est-ce que ça leur est interdit? Alors, on imagine qu'aujourd'hui, non, mais en tout cas, à l'époque, est-ce que ça l'était? C'est un grand mythe en fait. C'est quelque chose qui fait beaucoup fantasmer les Français et l'Occident. Cette femme espionne russe, belle femme, toute puissante, qui vous amène vers les plaisirs et en même temps vous voile vos secrets. En fait, c'est un grand mythe. En gros, sur les 320 élèves qui rentraient à l'Institut Andropov, il n'y avait aucune femme. Le KGB ne recrutait pas les femmes. Le et le GRU ne recrutent toujours pas de femmes. En revanche, de temps en temps, il y avait des exceptions. Pour le service, pour le KGB, l'exception, c'était le service des illégaux, des clandestins, parce que les clandestins souvent partaient en couple. Et donc, à ce moment-là, oui, la femme pouvait être présente, mais c'est vraiment en gros, en fait, dans le service où il y avait entre 7 et 10 000 personnes, il y avait peut-être une vingtaine de femmes qui travaillaient au niveau opérationnel. Après, au KGB, il y avait bien évidemment les femmes. C'est une grande entreprise. Donc, vous aviez les femmes de ménage, vous avez les cuisinières, vous avez les chauffeurs, vous avez les enseignantes de langue étrangère, vous avez les secrétaires. Donc, il y avait tout un tas des analystes. Chez les analystes et les codeurs et décodeurs, il y avait pas mal de femmes. Il y a aucun problème. Mais au niveau opérationnel, le KGB ne recrutait pas les femmes. Donc, ça, c'est un grand mythe. Il faut le casser une fois pour toutes. Ça m'énerve beaucoup, ce mythe qui circule en Occident. Je rejoins exactement ce que vient de dire Sergueï. Chez nous, c'est pareil. Hein. Les femmes, moi, je connais peu de femmes officiers traitants. Il y en a très peu. Il y en a eu dans mon stage, dont Prieur, de Dominique Prieur, qui a participé au problème du Rainbow Warrior, si vous connaissez. Voilà. Mais j'en connais très, très, très peu. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Hein. Voilà. Peut-être que dans certains pays, il est très difficile. Nous, on a la réponse. Nous, on a la réponse dans le service. En fait, la réponse est physiologique. La réponse est physiologique. Ça veut dire que le service ne supportait pas l'idée qu'une personne, qu'un agent ou un officier traitant pouvait être indisponible pour des raisons physiologiques pendant un certain nombre de temps, assez régulièrement dans l'année. Donc, vous avez compris, je parle de règles. Donc, en fait, ça lui était insupportable de croire que pendant quelques jours, la femme ne pouvait pas remplir entièrement 100% ses missions. Et donc, voilà. il a décidé de ne pas recruter les femmes. Point barre. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait, la femme pouvait donner naissance à des bébés. Et donc, si jamais il y a une question de maternité, de bébé, là non plus, le service ne le supportait pas. Il ne supportait pas d'être obligé de donner le congé maternel ou le congé parental à une femme pendant un laps de temps assez important. Et donc, du coup, ils ont dit, non, on va prendre la moitié de la population qui n'a pas ces contraintes et on va se baser sur cette moitié de population. Donc, c'est une approche complètement machiste, je suis d'accord. Donc, les féministes auraient fait des manifestations auprès de Yatsenevo, mais ça ne changerait rien dans la pratique du KGB. Donc du coup, au moins, cette interview déjà aura permis de rétablir deux vérités sur le KGB passé, c'est-à-dire qu'il n'était pas puissant et de surcroît, il n'acceptait pas les femmes. On espère aujourd'hui que ça a changé. Un autre qui est intéressant. Tout à fait, je m'en félicite. Oui, on peut s'en féliciter, comme quoi, quand on dit que c'était mieux avant, et bien pas toujours. Disons, Maxime, avec François, nous sommes les casseurs de mythes. En fait, nous essayons de raconter la vérité telle qu'elle est. Et c'est ça la différence entre nous et les journalistes, parce que les journalistes souvent ils surfent en fait sur les mythes du public. Nous, on gagne absolument rien sur ces croyances populaires. Et donc nous, on veut rétablir la vérité telle que nous l'avions perçue de l'intérieur du service. C'est ce qui est intéressant. Maintenant, donc, on va parler des vérités une fois que vous êtes en opération. Une fois que vous êtes à l'étranger, vu que vous l'avez tous deux été, quand vous êtes à des milliers de kilomètres de chez vous pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, est-ce qu'on tisse
des liens d'amitié, entre guillemets, avec les sources qu'on recrute, ou est-ce qu'on arrive à cantonner parfaitement d'un côté la vie privée, de l'autre la vie professionnelle? Oui, je suis allé moi, en pays étranger avec ma famille et mes 5 enfants. Bon, certes, avec nos agents ou nos sources, on peut créer des liens d'amitié. Ça peut arriver, surtout si certains de nos agents sont des femmes aussi, ça peut arriver. Bon, alors, cela dit, on apprend aussi à bien gérer cette affaire d'amitié. Et c'est là où est le problème. Parce que si on devient trop ami avec une source qui nous donne du renseignement, le problème, c'est quand on quitte le lieu où on a exercé, il faut transmettre cette source au successeur. Et il n'est pas dit que la source en question, je veux parler de l'agent, hein, la source qui donne du renseignement, eh bien, s'accommode avec le nouvel officier traitant. Ça, c'est un problème. Donc, mais on apprend aussi à gérer cette affaire-là. Oui, on peut créer des amitiés. Bon, ça existe, mais c'est dangereux. C'est très dangereux et on se garde bien d'être trop amis. Cela dit, si on est ami avec quelqu'un qui vous donne du renseignement, c'est très bien. C'est très bien. Le problème, c'est quand on quitte les lieux de transmettre l'ami en question, entre guillemets. Amis, entre guillemets. Parce que souvent, ce sont des amis étrangers et pour conserver l'amitié avec un ami étranger, c'est quand même pas facile, hein. Ça, faut le reconnaître. Je suis d'accord avec François. Donc, en fait, il faut juste rappeler que pour nous, les agences, c'est un moyen, hein. Oui, exactement. C'est comme un marteau pour un, je sais pas, un charpentier ou le vélo pour un sportif. Donc, pour nous, c'est juste un moyen. C'est un peu cruel de le dire, c'est un peu cynique de le dire, mais en fait, on utilise ce moyen pour atteindre nos buts. Après, comme Absolument. dit François, vaut mieux avoir une relation plutôt amicale avec cette personne ou de l'affection, mais de notre côté, on nous apprend à mettre de la distance dans cette relation. Vaut mieux feindre une amitié qu'avoir une amitié, parce que à un moment donné, vous serez obligé de prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes décisions pour cet agent. Et donc, vous devez avoir la liberté de les prendre dans le but que le service poursuit, non pas l'agent. Oui, Après, le truc aussi, c'est que quand vous partez à l'étranger, donc François a dit, il a amené sa famille. Pour nous, c'est la même chose. La règle pour les officiers traitants qui travaillent sur la couverture, c'est être marié et avoir la famille. Et à ce moment-là, quand ils partent en mission longue, il amène toute sa famille et ça fait partie des exigences même du service parce que le service veut que notre officier traitant soit bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son corps et la famille l'aide à l'être. Donc, la seule exception, il y a toujours des exceptions, l'exception, c'est le service des illégaux, le service des clandestins. À ce moment-là, moi, j'étais dans le service des clandestins et je suis resté célibataire jusqu'au bout. Mais après, c'est parce que en fait, quand on envoie un célibataire à l'étranger, on le pousse à chercher une épouse sur place, ce qui lui ouvrira la voie royale pour la naturalisation, pour une autre nationalité et légalisation, même sans faux papier, en fait, avec juste une vraie personne. Ce qui peut poser aussi des problèmes, ça m'a posé, faut bien le dire, à moi un certain nombre de problèmes parce que quand vous établissez un contact avec une personne comme ça que vous avez utilisé à son insu et lui prendre des risques, parce que pour cette personne-là, ça peut aller jusqu'à la peine de mort, hein, ça peut l'amener à l'échafaud. Tandis que nous, on est protégés, nous avons le service derrière, nous avons pour ceux qui travaillent sur la couverture diplomatique, l'immunité diplomatique, donc au pire, ils vont être expulsés du pays. Tandis que nos agents, bien évidemment, resteront sur le pays. Et c'est un tout petit peu, enfin, c'est même difficile humainement. Humainement, c'est difficile, hein, c'est pas facile de gérer la bonne distance entre l'agent et son officier traitant. Est-ce que c'est l'élément le plus difficile psychologiquement pour un officier c'est traitant un, sur c'est un des le… éléments. C'est un des éléments difficiles, pas les plus, mais difficiles. Oui, oui, certainement, Oui, certainement. c'est un élément difficile. C'est un Oui, élément oui, difficile parce que on aime, vous savez, on est des militaires quand même, hein. On aime bien l'ordre.
on aime bien le cadre bien établi et tout ce qui est imprévisible. L'humain est imprévisible, donc de toute façon, c'est la pire chose dans la vie d'un agent parce que tout ce qui est technique, c'est prévisible, enfin, encore et encore, mais humain, c'est la chose la plus imprévisible, donc du coup, oui, c'est difficile. Mais vous savez, un officier traitant qui traite une source, qui est une femme, et qui se met à aimer cette femme au point de quitter le service, ça existe peut-être au cinéma, mais pas chez nous. Ça ne doit pas exister chez nous, ça. Hein. Voilà. Je Oui, précise la chez chose. nous, c'est pareil. Ça veut dire que le Oui. service fait les tests avant pour éviter des situations comme ça. C'est vrai que ça n'existe que dans les séries Le Bureau des légendes. Et d'ailleurs, on Mais voit où ça Maxime, mène. Hein. oui, Maxime, je voudrais simplement vous faire remarquer que vous devez sentir entre Sergueï et moi une certaine similitude dans notre façon de penser. Est-ce vrai ou pas? Oui, oui, tout à fait. Enfin, mais c'est ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'au-delà des raisons qui vous ont poussé à servir des services qui sont essentiellement différents, la Oui, réalité voilà. du métier, au final, se recoupe régulièrement. C'est ça qui est extraordinaire, je trouve. Moi. Ça, c'est étonnant même. Étonnant. Oui, ça m'a étonné aussi parce Oui, que dès qu'on s'est rencontrés sur le plateau de Faustine Bollert, oui, en fait, et plus on progresse dans nos échanges, plus on constate qu'on a fait exactement le même service. C'est absolument. pour ça d'ailleurs que moi, par rapport à François, j'ai plus une relation avec un ancien collègue Oui, et presque un frère d'armes qu'un ennemi qui était de l'autre côté de la barrière. exactement. C'est incroyable. Hein. Exactement. C'est C'est vrai que c'est un incroyable. élément qui est assez incroyable. Et quand vous parlez des familles, il y a une question aussi qu'on se pose. On voit souvent dans des films, notamment, ou même dans des romans d'espionnage, qu'il y a un secret immuable, entre guillemets, qui est imposé entre l'officier traitant et ses activités, et de l'autre côté, la famille, et puis aussi les amis, etc. Mais par exemple, vous avez évoqué, vous êtes parti à l'étranger avec votre famille, Monsieur Warou. Mhm. Mais qu'est-ce qu'on dit à son épouse, à ses enfants quand on part Oui. à l'autre bout du monde? Eh bien, ce qu'on dit à l'épouse, on peut, c'est difficile de cacher les choses, mais l'épouse ne sait jamais ce qu'on fait exactement quand on est en contact avec quelqu'un. Elle sait qu'on va dans une réunion, qu'on va dans un pays étranger, mais elle ne sait pas pourquoi on y va, quelles sont les raisons. Maintenant, vis-à-vis des enfants, moi, quand j'étais à l'étranger, je travaillais sous couverture diplomatique. Mes enfants, quand ils entraient à chaque fois qu'ils entraient dans la nouvelle école au début de l'année scolaire, on leur pose des questions. Vous savez, que fait votre père? Bien, j'avais dit à mes enfants, si on te pose cette question-là, tu dis, ton père, il est diplomate. Voilà. Et l'enfant répondait, mon père est diplomate. Et ça coupait court à toutes les discussions de droite et de gauche. Voilà. Non, non, les relations entre la famille, entre l'officier traitant et l'épouse et les enfants, ces relations sont tout à fait nature. Et enfin, on essaie d'être qu'elles soient le plus naturel possible. Et on y arrive. Ça, c'est pas difficile, ça. Et Oui, l'épouse, d'ailleurs, l'épouse, elle est formée à ça aussi. Hein. On va partir à l'étranger. Elle reçoit une légère instruction ou formation vis-à-vis des diplomates qu'elle sera amenée à rencontrer. Comment on reçoit un ambassadeur? Quelle est dans un repas, si il vous sera amené un jour d'inviter l'évêque du coin, le nonce apostolique et l'ambassadeur de France. Comment on les dispose à table, etc. Ça, ce sont des notions de bienséance que l'épouse doit connaître, hein, c'est clair, hein, parce qu'elle doit jouer son rôle de femme, de diplomate. je suis entièrement d'accord avec François. Donc, Mm. chez nous, c'est la même chose. Donc, les épouses, en gros, en fait, c'est comme si vous aviez le coffre de la voiture. Vous savez qu'il y a un coffre dans une voiture, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est pareil. Ou une boîte dans votre Exactement. cuisine. Ouais. Vous savez qu'il y a une boîte posée dans tel coin, mais vous savez pas ce qui est dedans. C'est le principe de, de partage d'informations. Donc, nos parents, enfin, nos parents directs sont au courant de notre appartenance au service. Donc, ils savent que nous sommes au KGB, ils savent peut-être même que nous sommes à l'espionnage du KGB, mais à partir de là, c'est fini. Ils ne savent pas qui nous rencontrons, combien de temps nous passons sur le terrain. C'est un tout petit peu compliqué pour les épouses quand même. Hein. Moi, j'ai pas vécu vraiment en famille,
Mais en gros, en fait, quand vous êtes en secret et vous êtes souvent absent, vous êtes souvent sur le terrain et vous pouvez donner l'idée aussi à la femme que bah, vous rencontrez peut-être d'autres femmes. Donc, il y a peut-être les femmes qui risquent d'être un peu jalouses. Oui, Voilà, et donc c'est ça le côté un peu difficile à il faut traiter gérer. avec les C'est épouses ça, ou il faut avec gérer les l'affaire, oui, c'est fiancés. ça. Exactement. Voilà. Sinon, il y a autre chose aussi, c'est que dans certains pays, nous pouvons même utiliser nos épouses. Je sais que, par exemple, dans les antennes du KGB à l'étranger, certaines épouses servent de secrétaire opérationnel dans les antennes. Donc, à ce moment-là, ils sont même payés pour ce travail. Donc, à ce moment-là, ils suivent la formation qui va avec. Et en général, les couples sont assez contents parce que comme ça, ils ont deux salaires, enfin, quatre salaires quasiment, parce qu'en fait, notre salaire est déjà double, puisqu'on nous travaillons dans deux endroits différents en même temps. Et donc, s'il y a encore une épouse qui travaille avec nous, bah, ça fait quatre salaires pour deux personnes. Donc, du coup, on est très content. Il y a une autre volet en fait dans cette question, c'est que quand nous partons à l'étranger faire l'enseignement, l'espionnage, donc bien évidemment, nous devons aussi apprendre les coutumes, la langue et les traditions dans ce pays. Et nous allons rencontrer les gens qui vont être, entre guillemets, nos ennemis en face, mais que nous devons connaître pour mieux leur voler leurs secrets et pour mieux les manipuler. Et là aussi, il y a un problème psychologique parce qu'il y a presque le phénomène de Stockholm. Donc, on peut, en fait, la plupart des gens qui sont préparés pour ces pays tombent amoureux des pays dans lesquels ils font les services d'enseignement. Et ça, c'est un peu schizophrénique parce que d'un côté, on aime le pays dans lequel on travaille et en même temps, on lui fait quand même du mal en volant ses secrets. Donc ça, c'est la particularité psychologique de vie dans l'espionnage. Tout à fait, tout à fait, tout à Mais fait d'accord. Oui. justement, quand il y a des agents qui s'attachent au pays où ils sont déployés, est-ce que, donc j'imagine aussi qu'au sein des services, vous avez des services de contre-espionnage, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être pris pour un traître par vos collègues éloignés, soit mes collègues quand même? Affirmatif, affirmatif, Oui. c'est un problème. En fait, c'était souvent le problème pour le KGB. Donc, Oui. l'exemple le plus frappant, c'est un exemple qui est connu, c'est Vetrov, Vladimir Vetrov, lieutenant-colonel du KGB, qui a eu la chance au début, enfin, il croyait que c'était la chance d'être envoyé à Paris comme sa première mission, longue mission. Donc, il est tombé amoureux de la langue française de la France et de Paris. Après, on l'a jamais voulu le renvoyer la deuxième fois dans ce même pays. Il a souffert psychologiquement énormément de ça et ça l'a amené à trahir le service. Et donc, il a fini par proposer ses services au service français. Donc, il était persuadé que la DGSE de François était infiltrée par les agents du KGB. Donc, du coup, il a pas proposé à la DGSE ses services. Il a proposé à la DST donc à la DGIC, enfin l'équivalent de la DGIC, le service de contre-espionnage. Et il a bien réussi, donc il a vendu énormément de secrets soviétiques. D'ailleurs, c'est la plus grande réussite française dans le recrutement d'un agent double. Oui, alors moi, je connais un autre cas qui est un peu similaire d'un officier traitant. Il s'est tellement plu dans sa couverture, et il travaillait dans une ONG, je crois, qu'il est resté membre de l'ONG. Il a travaillé pour cette ONG à part entière et il a quitté le service. Hein. Et ça a été accepté. Disons qu'il a quitté le service sur place à l'étranger. Il n'est jamais revenu en France. Ça peut arriver. Hein, il y a des cas comme ça. Mais il n'a jamais travaillé pour un service étranger. Hein. Non. Ça, c'est la différence entre le KGB et la DGSE, c'est qu'en fait, la DGSE laissait partir, en fait, les personnes pouvaient Oui. démissionner, tandis que le KGB, en principe, une fois lorsque vous rentrez au service, et le service ne vous laissait jamais partir, et si vous n'étiez plus capable de travailler à l'étranger, il y avait toujours 10 000 services pour vous à l'intérieur du pays. Donc, nous, D'accord. le KGB D'accord. laissait très rarement partir les gens et vivre heureux leur grande passion. Hmm. Mais enfin, est-ce que vous pensez que c'est encore actuel aujourd'hui? Enfin, au SVR, au GRU ou peu importe le service russe, est-ce que vous pensez que c'est encore quelque chose qui est réel?
Ah ben, bien évidemment, tout à fait. En fait, rien n'a changé hein, par rapport à ça. Vous savez, c'est la même chose. C'est ce qu'on vous dit. Donc, si déjà avec François, je sens que c'est exactement la même chose, ben, vous savez, même si l'Union soviétique a disparu, les services sont restés les mêmes. Hein. Il y a aucun problème. C'est toujours les mêmes Absolument. écoles qui les préparent. C'est toujours le même endroit où ils travaillent. C'est toujours les mêmes missions qui continuent. Je dirais qu'en fait, l'ADN est resté à 95% le même. Hein. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Oui, oui, oui. C'est Donc, vrai. comme quoi, c'est plus simple de s'engager dans les services de renseignement français où on peut partir que dans les services de renseignement russe où on est attaché pour un long moment. Quand vous quittez, au moment où vous avez quitté respectivement vos services, comment est-ce que vous avez imaginé votre vie après cette vie trépidante d'espion, enfin, même si le terme n'est pas forcément approprié, mais comment vous la voyez? Et puis, est-ce qu'au final, on ne reste pas toujours un petit peu officier traitant? Est-ce qu'il n'y a pas des Alors, réflexes qu'on garde? pour ma part, non. Quand j'ai quitté le service, point barre. Et je n'ai eu aucun contact avec les anciens membres du service. Cela dit, on a tellement été formaté, quand même, il faut le dire, qu'on a des réactions quelquefois qui ressortent, hein, qui ressortent de notre personnalité. Je me rappelle quand je suis venu à la campagne, j'ai été, je me suis présenté comme maire de ma commune. Bon, et j'étais maire de ma commune, c'est vrai. Et quand on allait dans les réunions, je m'amusais à analyser le comportement des personnes qui étaient en face de moi. Pourquoi? Ben parce que j'avais l'habitude de faire ça. Et ça me donnait après une possibilité plus facile pas de les contrer, mais en tout cas de négocier avec eux quand il fallait négocier euh, un contrat ou quelque chose, hein, une installation dans une commune. Vous voyez. Et ça faisait partie effectivement de la formation que j'avais reçue. Mais à part ça, non, non, à part ça, j'étais tout à fait quelqu'un de normal et on ne me regardait pas avec des yeux en boule de loto. Hein. Non, non, aucun problème. Par contre, maintenant, avec les deux bouquins que j'ai écrits, mais c'est pareil avec Sergueï, je pense, on dit, tiens, mais c'est bizarre, je connais cet homme-là, il a écrit des bouquins. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, demain, par exemple, je vais faire une dédicace dans une librairie dans le village auprès duquel j'habite. Et dans 2 semaines, je vais à Périgueux. Périgueux, c'est une ville de 30 000 habitants. Là, je dédicace aussi le livre KGB DGSE. Pour ma part, ça s'est passé un tout petit peu différemment, puisque vous avez compris que il y avait quand même un événement majeur géopolitique qui a changé la donne, qui m'a poussé d'ailleurs à prendre le large du service, parce que, comme je vous ai expliqué, c'est un peu le service qui m'a imposé le travail. Et puis, lorsque j'ai compris il y a la liberté qui s'ouvrait à tous les citoyens soviétiques et russes, j'en ai voulu tout de suite en profiter. Donc, j'ai pas hésité un seul moment pour démissionner quand enfin je pouvais le faire. Et d'une, donc j'avais aucun problème pour retourner dans la vie civile après ça, puisque j'avais toute la formation nécessaire. Donc, j'avais le diplôme d'économiste international, de traducteur. En fait, je pouvais faire énormément de choses. Il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait, les espions se retrouvent quand ils sont. François a servi toute sa carrière quasiment en entière, donc en entier. Donc, du coup, c'est un tout petit peu différent. Mais quand les gens démissionnent en cours de carrière, en général, les espions n'ont aucun problème pour retrouver la vie civile, puisqu'ils sont très demandés. Il y a plein d'entreprises, même les grandes entreprises, et ils adorent recruter les anciens espions parce que c'est les gens qui connaissent la géopolitique, qui sont formés à des situations de crise, qui ont des techniques aussi qui sont comparables à des techniques de marketing. Donc, on est très performants, hein, les espions. On est des bons analystes aussi, on est des bons journalistes. Donc, les espions n'ont aucun problème à refaire leur vie. Après, je suis d'accord avec François, c'est que nous avons des petites manies auxquelles on nous a formés. Donc, nous sommes un tout petit peu plus regardants toujours par rapport à la situation autour de nous. Donc, voilà, nous aimons bien contrôler l'espace autour de nous. Nous aimons bien regarder les gens qui nous approchent. Nous aimons bien garder un tout petit peu la sécurité autour de nous. Mais c'est la seule différence. Autrement, on a aucun problème pour couper les ponts. D'ailleurs, c'est le grand mythe
encore qui existe en Russie pour cette partie-là, parce qu'ils disent toujours espion un jour, espion toujours, et que c'est impossible de faire autre chose que l'espionnage. Et en fait, c'est faux. Hein, on peut parfaitement démissionner. Et d'ailleurs, en fait, notre écriture avec François, effectivement, des livres, la publication des livres, les interviews, c'est une façon aussi de raconter ce qu'on a vécu. En fait, ce qui est le plus lourd à porter, c'est le secret. C'est de ne pas être dans les détails de ce qu'on a vécu, parce qu'on a vécu quand même une vie extraordinaire, une vie passionnante. Donc, on était conscient qu'on était en train de vivre l'histoire. Et quand vous étiez un acteur de l'histoire, après, c'est difficile de retourner et de devenir même un petit maire d'un petit village, quelque part. Hein. Donc voilà, c'est ça qui nous manque. Hein. C'est un tout petit peu ce côté grisant du service qui peut nous manquer. Alors, on l'a évoqué à plusieurs reprises durant cet entretien. Et il y a donc un ancien membre des services de renseignement qui lui aussi a fait de la politique en devenant président de la Fédération de Russie. Est-ce que vous pensez que c'est un bon élément pour un président d'avoir servi dans les renseignements? Oui, c'est très particulier hein, dans ce pays parce qu'en fait, c'est les choses historiques qui ont fait de cette façon. Donc, en fait, il faudra rentrer dans l'histoire du pays pour comprendre vraiment pourquoi ça s'est passé comme ça. Après, ça, ça, ça prépare, ça facilite le travail d'analyste et de prise de décision. Et puis, c'est très particulier dans ce pays, hein, tout simplement parce que l'histoire voulait ça. Mais autrement, très peu de pays autres que celui-là font la même chose. Hein. Dans ma mémoire, le seul directeur d'un grand service qui serait passé dans la politique, c'est George Bush, qui était devenu président des États-Unis. Autrement, par exemple, dans les directeurs du service de François, il y a personne qui a changé de carrière pour une carrière politique. Alors, messieurs, j'aurais une dernière question pour vous, peut-être moins sérieuse, on va dire. Est-ce que vous auriez une série ou un film à nous conseiller, voire même un livre, en dehors du vôtre? Ah, alors, un film à voir, oui, certainement. Je dirais, par exemple, Le Bureau des légendes. Alors, il y a des choses excellentes dans Le Bureau des légendes, mais d'autres qui sont moins excellentes. Par exemple, l'ambiance est bonne, l'ambiance est bonne. Hein. Il y a un suspense, oui, c'est vrai qu'on retrouve, peut-être personnellement, moi, que j'ai retrouvé. Mais il est très difficile, par exemple, de rester sous légende, mais ça, c'est mon point de vue personnel, pendant des mois, voire des années. Pour moi, c'est pas possible, parce qu'on commet toujours on est toujours, il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de vous qui un jour vous fera commettre une erreur de comportement, de signature, de fausse signature, etc. Ça, oui. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième chose, on ne devient pas amoureux de sa source. Ça n'existe pas chez nous. Voilà. Voilà les deux choses que je peux reprocher à cette très bonne série, hein, mais qui est excellente, hein, il y a pas de doute. Et vous, monsieur Mm. Yarnov? Bah c'est quelque chose que oui, je peux en rajouter. En fait, le truc, c'est que du point de vue technique, il n'y a aucun livre ni aucun film qui me satisfait à 100% et même à 50%. D'habitude, en fait, ça correspond très peu à la réalité, à la vraie réalité. Après, il y a la chose cinématographique ou romanesque, en fait, littéraire, hein, qui se discute. Hein. Donc, John le Carré, par exemple, au niveau littéraire, ça reste un des meilleurs auteurs. Ou sinon, il y a aussi un auteur américain dont le nom m'échappe actuellement. Je vais vous le retrouver dans ma mémoire, j'espère. Donc, sinon, au niveau de séries, hein, il y en a beaucoup. Hein. C'est les bonnes séries. Il y a des séries allemandes qui sont très bonnes. Moi, j'aime bien la série Opération Roméo. Je vous la recommande beaucoup. Après, il y a une série qui s'appelle Allemagne. En fait, en allemand, ça fait Deutschland. Et il y a trois saisons. Donc, il y a Allemagne 1983, il y a Allemagne 1986 et Allemagne 1989. C'est une excellente série.
Après, il y a la série The Americans, les Américains, qui est très très bonne. Et une autre série américaine qui me plaît beaucoup, ça s'appelle The Counterpart. L'homme en face, le collègue d'en face, qui est une série en même temps de science-fiction et du renseignement. Voilà. Autrement, parmi les films, il y a une quarantaine de films qui sont très très bons. Je peux vous citer Frédéric Forsyth, américain, qui écrit très très bien sur les sujets de renseignement. Et donc il y a le film qui s'appelle Le Quatrième Protocole avec Michael Caine, très jeune, donc un film américain ou anglais. Qui représente très très bien. Après, j'aime bien la Maison Russie aussi avec Sean Connery et Michel Pfeiffer. Donc non, mais il y a beaucoup de films en fait. Après, Le Pont des Espions aussi. Comment il s'appelle, en particulier, il y a un film que je ne recommande pas qui s'appelle Agent secret et que je regardais parce que c'est le titre qui m'a interpellé. Mais là-dedans, il y a une très jolie femme. Ça, c'est vrai, mais il n'y a que ça dans le film. C'est la femme qui est jolie. Hein. Bon, le film est très mauvais. C'est Guerrier-Neuf, François Warou, ce fut un plaisir de vous recevoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et puis pour vos réponses qui permettent de mieux apprécier et appréhender la réalité des services de renseignement et des officiers traitants. On rappelle. Oui, je pense en tout cas qu'on a pu démystifier beaucoup de choses. Voilà. On rappelle votre ouvrage qui est donc une première monde avec ce regard croisé, donc KGB, DGSE, deux espions face à face, qui est donc paru aux éditions Mareuil. Merci également aux auditeurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques et vos questions par Facebook ou par mail. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.